Moi je m'appelle Emmanuel Rouzet, il y en a que j'ai des visages connus, il y a des gens que j'ai déjà vus, même plusieurs fois, je sais plus, oui c'est plusieurs fois. Attendez, c'est droite-gauche, voilà. Donc moi je m'appelle Emmanuel Rouzet, ça fait plus de 25 ans que j'interviens dans tout ce qui est marketing, vente, on va faire au sens large, dans les domaines, donc j'ai 3 domaines d'expertise, en conseil et en formation, le marketing du vin, et donc je suis intervenue de longues journées avec les vignerons indépendants du Jurançon, à la maison des vins du Jurançon. Ensuite j'interviens dans tout ce qui est agricole et agroalimentaire, que ce soit suivi d'entreprise, suivi de démarches collectives, et dans tout ce qui est aussi marketing du tourisme durable, et c'est à ce titre-là donc que je vais intervenir aujourd'hui. Je reviendrai un peu quand même sur la partie agricole, agroalimentaire, puisqu'il y a un lien très fort entre tourisme rural, tourisme agroalimentaire, voire agritourisme. Donc j'interviendrai sur plusieurs thèmes à ce moment-là. Et puis j'ai écrit avec un collègue, Gérard Seguin, pas mal d'ouvrages sur le marketing du vin, sur le guide pratique de la vente directe et sur le marketing du tourisme durable. Des ouvrages qui reprennent un peu tout ce qu'on fait à la fois en recherche et à la fois en simplification. Donc ce que j'ai repris là, c'est une étude que j'avais déjà présentée sur une partie, pour ceux qui étaient là à l'Assemblée Générale de Bienvenue à la Ferme. Donc il y a des éléments, ceux qui ont déjà suivi, que je vais reprendre, et puis après j'ai complètement ouvert sur le tourisme. Juste donc, suite à la période de crise de Covid que vous avez subi ou vécu et qu'on vit encore actuellement, c'est intéressant de voir quels sont les comportements de consommation qui existaient avant, et qu'en fin de compte, la crise du Covid a complètement démultiplié. Là, on était sur certains points, alors à la fois dans les produits agricoles, mais on va voir que dans l'agroalimentaire et la logique tourisme rural sont très liées. Donc ça, c'était avant la crise de Covid. Il y avait vraiment dans l'alimentation, mais on va voir qu'il y a l'alimentation, et puis la logique des territoires, où on va retrouver les mêmes démarches. Donc avant le Covid, il y avait vraiment une prise en compte de tout ce qui concernait le bien-être, la santé, dans l'alimentation, mais aussi dans ces vacances touristiques. Et on l'a vu avec le développement des cures, avec le développement de toutes les prestations bien-être. Certains hébergeurs développés et continuent de le faire, et aussi avec une salle bien-être, à la fois l'accueil de prestataires du bien-être, yoga et tout ce qu'on peut en développement personnel, dans des logiques d'hébergement et dans des logiques de restauration. Il y avait vraiment, déjà avant le Covid, ce besoin en tout cas, de répondre aux besoins de santé et bien-être. De plus en plus, donc, des modifications des régimes alimentaires. Donc là, je parle. Alors, d'où viennent les informations? D'une étude prospective sur les comportements alimentaires de France Agrimaire, sur un échantillon représentatif et sur un certain nombre d'entretiens. France Agrimaire étant, on va dire, la structure qui regroupe tout l'agroalimentaire français. Donc là aussi, donc vraiment, et ça je vais y revenir sur le fait de moins gaspiller, de la loi anti-gaspillage, qui va d'ailleurs arriver avec Egalim au 1er janvier 2022, à la fois dans les consommations agroalimentaires, à la fois aussi dans le gaspillage, on viendra sur les motifs de déplacement, ou en tout cas sur la préservation de l'environnement. On va voir comment le Covid a complètement amplifié tout cela. Et puis aussi, donc le côté digital, sur je vais revenir, c'est-à-dire qu'on va retrouver, mais complètement dans le tourisme, sur je réserve à la dernière minute, très rapidement par internet, et surtout, et je pense à la restauration, c'est quand même assez récent, on va dire ça fait 7-8 ans maintenant, que les consommateurs visualisent les photos de leurs plats, postent sur Instagram les photos de leurs plats qu'ils sont en train de manger, pour choisir leur restaurant ou faire le lien avec leurs confrères ou leurs collègues. Donc on va voir cette nouvelle pratique de consommation et de consommateurs stratèges, c'est-à-dire qui vont chercher le meilleur rapport qualité-prix, qui vont essentiellement jouer sur Internet, et je dis bien le mot jouer, pour pouvoir trouver les meilleurs modes de consommation. Et je fais le lien entre alimentaire et tourisme au sens des prestations d'hébergement par exemple. Donc, hop, c'est l'autre. Juste, qu'est-ce qu'il y avait aussi avant le Covid, qu'on retrouve encore, et qu'on retrouve aussi, on va voir, dans la logique de voyage, après de déplacement, et je reviendrai sur les différentes cibles que l'on peut avoir dans ces prestations voyage par exemple. C'est-à-dire toujours cette dualité entre mondialisation, donc je voyage au bout de la planète, je mange des plats de l'ensemble de la planète, et en même temps je veux préserver l'environnement, je reste, disent les consommateurs, je veux consommer local, et je veux en tout cas découvrir aussi d'autres cultures. On est toujours dans cette espèce de paradigme, on le verra sur certaines cibles, où je veux consommer énormément et en même temps je veux préserver la planète. On est sur ce paradigme mondialisation locale qu'on va retrouver et à la fois dans le tourisme et dans la consommation des produits agroalimentaires. Et puis,
de plus en plus, mais c'était déjà présent avant le Covid, je veux faire moi-même et surtout je veux vivre des expériences, on va y revenir dans le tourisme et surtout sur l'agritourisme, hein, de plus en plus de consommateurs, on verra, en fonction des catégories socio-professionnelles aussi, veulent à la fois vivre des expériences agricoles qui ont du sens. Et ils sont prêts à payer pour ça. Et j'ai encore en mémoire, donc c'était avant le Covid, des prestations groupes sur des petits groupes de 8 à 10 personnes dans les Cévennes, où ils apprenaient, donc là un groupe qui était venu pendant une semaine, apprendre à cueillir des fraises, apprendre à faire des confitures, et ils ont passé quand même 2 jours sous le soleil à ramasser des fraises. Et ils ont payé pour cela, pour apprendre comment on faisait, et puis partager la vie d'un agriculteur. Et ça vraiment, on va voir que c'est encore plus exacerbé par l'esprit Covid, où je veux faire, quand je dis je, au sens du consommateur qui pourrait être intéressé. Donc ça, 5 tendances qu'on retrouvait avant le Covid et qui ont été amplifiées, donc en tout cas par cette crise-là. Donc qu'est-ce que ça donnait déjà avant? Donc là on va voir, il y avait vraiment une logique, alors là je parle dans le côté agricole et du territoire rural, une crise de confiance, au sens de l'industriel c'est pas bon, je mets les guillemets, et puis c'est bon si c'est proche en tout cas du lieu de production. Le bio à l'époque était moteur de la croissance. On en a pour exemple la longueur des linéaires, en grande surface par exemple, où en 10 ans on a multiplié par 2 le rayon bio. Si aujourd'hui vous regardez, parce que le local est en train de prendre dessus sur le bio, et vous allez voir, et d'ailleurs ça a commencé, donc le rayon bio diminue en laissant la place à la dimension locale, aux produits locaux. Bon, je prends l'exemple des grandes surfaces, qui est assez symbolique de la rapidité d'adaptation vis-à-vis des sites de clientèle. Et puis on a eu, donc vraiment, avant la crise du Covid, on avait vraiment crise des gilets jaunes, crise en tout cas pouvoir d'achat, donc une baisse de la consommation, mais principalement sur les cibles modestes, que ce soit les jeunes, qu'on va retrouver maintenant, les jeunes et puis les catégories ouvrières et employées. Et puis une grande tendance, donc qui était, alors que je suis particulièrement dans les vins, puisque le vin en plus en France est un produit symbolique, enfin dans le monde est un produit symbolique, où on est vraiment sur une tendance très lourde de consommer moins mais mieux. Chose qu'on le retrouve complètement dans la viande aussi. La viande rouge, où on est dans la même démarche, les 2 produits sont symboliques. Donc on retrouve exactement le consommer moins mais mieux, pour des raisons de santé, de préservation de l'environnement et autres motivations. Mais ça, on va le retrouver, c'est très intéressant, sur certaines cibles en tourisme aussi. Partir moins loin mais plus souvent. Partir pour découvrir son propre territoire plutôt que traverser la planète. On est vraiment... non mais c'était déjà sous-jacent avant le Covid, mais amplifié par le Covid. Donc qu'est-ce que ça a donné pendant cette crise? On vit encore, c'est vrai que là on a pu enlever les masques avec le pass sanitaire, mais enfin c'est très récent, on est encore quand même dedans. Donc, et ça joue. Retour vraiment, et ça, de la consommation à domicile, au sens de, on va se faire livrer, il y a eu les problématiques de magasins fermés, ou la logique aussi de consommation essentielle. Ensuite, ceux qui ont vraiment fonctionné, leurs marges vont bien, leurs ventes vont bien, c'est essentiellement la grande distribution qui était ouverte quand tous les autres étaient fermés, donc pour le coup, ils ont sacrément pu vendre. Avec aussi, dans cette logique-là, de grande distribution, avec ils recentrent complètement toutes les enseignes, leurs activités, je parle des hyper et supermarchés, sur l'agroalimentaire. Ils sont en train de lâcher tout le numérique, même l'hygiène, ils sont en train de réduire leurs rayons pour développer vraiment tout ce qui est agroalimentaire. Alors, ils ne le font pas par choix idéologique, ils le font par adaptation à la demande client, qui attend beaucoup de l'agroalimentaire. Ensuite, on était là en période de stress, donc le temps passé dans les grandes surfaces, rappelez-vous, c'était il y a 2 ans, était le plus court possible pour éviter d'être contaminé. Donc on était vraiment on se précipite sur le rayon papier hygiénique et sur les rayons alimentaires très rapidement. Le online, alors c'est bien sûr, c'est-à-dire la commande sur Internet, on était déjà dans une croissance des drives, donc c'est-à-dire je commande et je vais chercher, mais on le voit là, qui commence sacrément à baisser. Même avec l'effet Covid, tout ce qui est commande online, en fin de compte, c'est pas aussi développé que ce qu'on aurait pu croire. Il y a un retour et un besoin des gens de se revoir et de voir des humains, donc ça va paraître, c'est un peu les limites de tout online. Et puis, là, le développement, mais alors qu'on retrouve qui était déjà sous-jacent, faire soi-même, faire à la maison, cuisiner, découvrir, et on va le retrouver aussi dans les activités touristiques, j'y reviens. Donc là, c'est vraiment les points importants qui sont notés sur la crise du Covid. Du coup, alors, je me mélange les... Alors, non, c'est pas ça du tout.
Il faudrait que je revienne avant. Non, c'était pas ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, j'en étais là. Donc, les effets de la crise, ouais, c'est ça. Donc, les effets de la crise de Covid, en fin de compte, elles ont, je le dis depuis un moment, elles ont amplifié tout ce qui était déjà existant. Ça n'a fait que mettre en avant ce qui existait déjà, mais exacerbé. Retour sur les valeurs fondamentales, c'est-à-dire, alors dans les valeurs fondamentales, dès qu'il y en est en crise, on revient, quelles que soient les crises d'ailleurs, on revient sur les valeurs fondamentales, et la l'une qui est vraiment ressortie, c'est la valeur famille, qui est ressortie de manière très forte, et aussi, on va y revenir sur les logiques aussi maintenant, de consommation en famille, de prestations touristiques, et en tout cas, de besoin de se retrouver dans des logiques familiales. Et puis, vraiment, de moins en moins de consommation qui ne prennent pas en compte les logiques environnementales. Vraiment un besoin de consommer d'une manière plus durable. Ça existait déjà. Et ça, je dirais, ça a ouvert sur les catégories socio-professionnelles. Ceux qui étaient vraiment, avant le Covid, centrés sur ces problématiques-là, on avait les cadres, vraiment, qui étaient demandeurs de prestations, voire de produits qui respectent l'environnement, ou qui permettent aux producteurs de vivre, et on avait les professions intermédiaires, pour résumer, les profs. Enfin, cet univers-là qui, culturellement, se disait, je veux faire attention à la planète et je veux donner du sens à mon achat. Le Covid a ouvert sur les employés. Alors, je parle au niveau global, bien sûr que certains ouvriers ou agriculteurs peuvent se préoccuper d'une consommation plus durable. Mais de manière globale, quand on regarde quelles sont les catégories socio-professionnelles qui achètent des produits locaux ou qui vont je dirais, dans des hébergements en zone rurale, voire en montagne, on est plus sur les cadres et les professions intermédiaires. Toujours dans la dimension, je veux découvrir aussi le territoire. Il n'y a pas que la logique financière, il y a aussi la logique de je veux donner du sens à mes achats, et donc il y a une démarche intellectuelle derrière. En tout cas, ce qui a vraiment, donc ce qu'on va vraiment retrouver, c'est vraiment, je dirais, le besoin de sens. Et on l'avait déjà, pour tous ceux qui travaillent dans le tourisme, vous le savez déjà, il y avait déjà cela avant le Covid, mais alors là, encore plus, de trouver du sens à sa consommation. Du coup, comment actuellement, quelle est la réponse qui est attendue par ces consommateurs? Dites-vous, des gens qui habitent en ville, ouais. C'était sur la diapo précédente, là. Ouais. Parce que c'est écrit en petit, mais ça veut dire que ce souci de la consommation vient vraiment devant tout. Oui, devant tout. Non, ça c'est-à-dire, il vient en première position dans les enquêtes France-Agrimaire avant le reste. Parce que la consommation... Tout le reste... Avant le... Parce qu'il y a marqué devant le travail, c'est-à-dire... Oui, avant, le travail, il s'est effondré. Alors, la valeur travail était déjà compliquée. Mais alors, l'effet Covid a donné que la valeur travail, elle s'est effondrée, qui s'est effacée devant besoin famille, besoin de se retrouver. Et le télétravail a quand même sacrément déstructuré la manière de travailler. Et puis, beaucoup de lieux de travail se sont retrouvés fermés. Vous l'avez entendu comme moi, tous ces gens qui ont changé complètement d'orientation, qui se sont reposés les questions. Et la logique de consommation, comme elle était problématique pendant le Covid, elle a été exacerbée par ces effets-là. Mais en tout cas, dans les enquêtes, alors je reviens, c'est toujours l'enquête France-Agrimaire qui montre ça. Et du coup, qui est centrée sur une période précise, alors? Oui, qui a été faite avant. Elle a été faite, donc l'enquête a été en 2016 sur les comportements, et l'enquête Covid, non, là, ça, c'est pas les données France-Agrimaire, ça, c'est les données Kantar, d'accord? C'est le panel Kantar, bon, c'est un panel de consommateurs qui reprend, qui est le grand panel français, puisque dedans, il y a 25 000 ménages qui représentent les 25 000 ménages 25 millions de ménages français. Et c'est dans le panel Kantar que c'est ressorti, c'est-à-dire sur leur mode de consommation, plus dans l'enquête qualitative. D'accord. Et ils ont fait une autre enquête après pour voir... Ça c'est actuel, c'est les effets de la crise actuellement. Alors, à aujourd'hui, d'accord, donc la crise elle y est toujours, mais en tout cas ça ressort de manière très très forte. Et là, on le retrouve, et moi je le retrouve aussi dans les panels et dans les enquêtes sur le vin, c'est la même chose. On se retrouve sur consommer moins mais mieux, et je veux de la consommation qui ait du sens. En tout cas, vous l'avez entendu et vous l'avez vu comme moi dans les interviews même grand public, où les gens ont découvert que derrière les produits agroalimentaires, il y avait des agriculteurs. Alors pour vous, ça va vous paraître sûrement évident, vu le territoire où vous vivez, mais réellement, ça a été une grande découverte. Ces produits n'arrivent pas naturellement dans les grandes surfaces par miracle. Mais ça a été une découverte pour eux, et donc là aussi, une prise de conscience. Je crois que ça a plutôt été, alors pas sur toutes les catégories socio-professionnelles, j'y reviens, chez les cadres, chez les professions intermédiaires, et la nouvelle catégorie des employés qui arrivent. Mais en tout cas, et on le voit, sur la valeur travail, ça devient compliqué face à cela. Vraiment, aujourd'hui, ça devient, je parle au sens global, et on va voir surtout sur les millennials, donc un nouveau segment marketing dont je vais vous parler.
Donc aujourd'hui, face à ces clients, quels sont aujourd'hui les éléments qui nous permettent de comprendre les réponses qu'il faudrait leur apporter. Donc ça, c'est un élément qui pour moi est très intéressant, c'est que depuis 2019, donc Leclerc, je vais prendre vraiment des arguments très très marketés, Leclerc a mis en place un observatoire économique de la consommation. Et il n'a pas mis ça en place pour le plaisir, c'est juste pour vérifier quels étaient les besoins de ces consommateurs pour adapter son offre. Et je prends l'exemple de Leclerc, donc pourquoi? Parce que c'est souvent le plus innovant en termes de grande distribution. Alors, encore faut-il aimer la grande distribution et voir ce qu'ils font en innovation. Mais les suivants, sans les aimer plus que ça, mais en les suivant en tout cas, parce que c'est très intéressant de voir leur comportement, ils se sont rendus compte, Leclerc, et c'est ce que je montre ici, que dans l'observatoire économique, les produits locaux ont pris le dessus sur les produits bio, sur certaines cibles de clientèle, et surtout, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en plus d'être locaux, parce que dès qu'il y a la terminologie chez ces clients de produits locaux, il y a produits fermiers, produits de qualité qui préservent l'environnement. Si vous faites des produits industriels locaux, dans la tête des consommateurs, ce n'est pas des produits locaux. La locale est complètement associée à environnement préservé. Après, chacun a sa manière de l'interpréter. Mais par contre, voilà, si vous faites l'usine de Lac, je vais prendre, d'accord, qui ne fait pas de l'alimentaire, elle est complètement locale, mais pour le coup, elle n'est pas associée à produits locaux. Produits locaux, c'est tout de suite, mais même dans l'artisanat, ça veut dire préserve l'environnement, ça veut dire respecte en tout cas le territoire sur lequel il est. Ça, c'est vraiment associé dans la tête des consommateurs. On peut juste voir qu'il y a quelques différences et que ces logiques d'achat sur des produits locaux, elle est plus associée aux seniors, c'est-à-dire aux gens de plus de 50 ans, qu'aux gens, en tout cas en dessous de 35 ans. C'est vraiment plus les seniors, il y a une part plus importante qui s'y intéresse. Il y a aussi, donc, vous pouvez le voir, si jamais j'ai mis quelques éléments là, ça ne va pas être le même comportement en fonction des produits. Plus ils sont de première nécessité, plus le local va prendre le dessus. En tout cas, ce qui est sûr, et ça c'est vraiment, d'accord, acheter local, d'accord, c'est aussi dans les bonnes résolutions. Alors, qu'est-ce que le local? On va voir. Mais en tout cas, ce qui est ressorti, c'est plus local que bio. Et je vais revenir aussi dans la logique d'hébergement de qu'est-ce qui est attendu quand vous faites comme ça des propositions de frigo garni ou de panier repas. C'est vrai que si vous faites un panier Aldi, ça ne va pas trop fonctionner dans les hébergements face à ces clients qui sont demandeurs dans les gîtes et dans certains lieux d'hébergement, sur les meublés par exemple, de produits locaux. Mais on va voir qu'est-ce qu'un produit local. On va en reparler. Vu des clients toujours, moi c'est vu d'eux. En tout cas, je peux vous garantir que c'est une tendance lourde. C'est un peu comme il y a 30 ans, on disait le bio, personne n'y croit et c'est une niche. On voit ce que ça a donné aujourd'hui. Là, le local, c'est un besoin profond des consommateurs aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que le local, si je reviens ici, par rapport au kilométrage? Donc les locavores, donc là c'est une cible de clientèle qui a été inventée aux États-Unis, donc qui date d'il y a 20 ans. Donc les gens qui aiment les produits locaux s'appellent des locavores, dans la terminologie marketing. Et ces locavores, ils ont une distance américaine de 250 km autour du point de vente. En France, on est plus proche de 100 à 150 km pour les raisons je dirais, de distance de territoire. Donc pour un locavore, c'est-à-dire les plus à même de comprendre ce que c'est qu'un produit local, c'est un produit vendu à 150 km max de son lieu de production. Donc ça veut dire que ce n'est pas par département et par village. Version locavore, c'est à 150 km. Donc c'est-à-dire si vous vendez ou si vous mettez dans les assiettes des restaurants des produits qui sont produits à Bayonne ou qui sont produits à Toulouse, on est toujours dans du locavore. On est face, donc ça ne veut pas dire que c'est pile poil du village. Après, il y a, comme dans le bio, il y a les puristes, c'est ceux vraiment du village, et puis il y a ceux qui n'ont même pas été transportés, vous les avez mangés sur place, et puis il y a, par contre, version locavore, on peut aller jusqu'à 100 à 150 km, ça reste local pour les locavores. Donc là, je vous ai mis juste des extraits d'articles, mais qui illustrent mes propos. Aujourd'hui, ça c'est intéressant, 23% des consommateurs se disent locavores, mais vous voyez, ça date de 2019, avant le Covid. Ça a été exacerbé, je vous dis encore. Mesurez, passez régulièrement dans vos hyper et supermarchés, regardez la taille du rayon produits locaux par rapport à produits bio et vous verrez très vite où en est l'évolution du marché. Ce qu'on peut dire aussi, et je vais arriver sur le tourisme, alors déjà, qui sont ces personnes, les locavores? Les locavores, vous avez deux portraits ici, vraiment, qui ressemblent aux cibles. Donc vous avez une jeune femme, vraiment qui va se... Donc une jeune femme en général entre 25 et 35 ans,
Elle vient d'avoir son premier enfant, souvent ça va être là, le déclencheur, et tout d'un coup, comme elle vient d'avoir, et ils ont, genre ils sont à deux, donc ils viennent d'avoir leur premier enfant, et là, ils deviennent complètement fanatiques du bio. Mais je vais reparler du bio, et donc maintenant du local. Mais quand je dis fanatique, c'est que l'enfant risque pas d'avoir de l'industriel dans ce type de consommation. Mais ce sont les mêmes qui vont venir en gîte, souvent, ils sont sur du gîte, mais ils veulent de la peinture, d'accord, bio, sur les murs, ils veulent, donc, je sais pas, qu'il y ait du chanvre, et non pas de la laine de verre dans l'isolation. Ce sont des gens qui vont prêter d'une manière très forte une attention en tout cas, à comment votre hébergement va protéger l'environnement, ou en tout cas être dans une logique durable. Et puis vous en avez un autre qui est plutôt masculin, qui va être plutôt senior, super, on l'avait vu, avec 86% qui consomment des produits locaux, et qui veut faire attention à sa santé. Si je le fais en provocation marketing, il veut mourir en bonne santé, c'est-à-dire il veut durer le plus longtemps possible avec une vieillesse où il est en forme. Et on va retrouver dans les locavores vraiment ces deux profils. Bien sûr que d'autres profils peuvent consommer des produits locaux, mais on va les trouver de manière plus forte. Et vous allez les retrouver aussi, c'est pour ça que j'ai bien, en restauration et dans les hébergements. On va retrouver ces profils-là. Donc là aussi, et c'est intéressant, où est-ce qu'ils s'attendent à trouver des produits locaux? Donc ils s'attendent à trouver des produits locaux dans les fermes, mais ils s'attendent, et je veux y venir ici, ils s'attendent à trouver des produits locaux dans les restaurants, d'où le fait que j'en parle. Alors déjà c'est un élément, un marqueur de qualité pour les restaurants qui vont avoir cette démarche. Ils s'attendent à en trouver en restauration collective aussi, la loi de toute façon va permettre cela à partir du 1er janvier 2022. Et puis ils attendent à en trouver dans les commerces de proximité, et ils le disent eux-mêmes, bien sûr dans les marchés, mais aussi en grande surface. C'est-à-dire sur l'ensemble des circuits de distribution, les locavores s'attendent à trouver des produits locaux, pas uniquement en restauration ou à la ferme, sur l'ensemble des circuits. Pardon, cette loi du 1er janvier. Alors la loi d'Egalim, donc du 1er janvier 2022, oblige toute la restauration collective. On entend par restauration collective les restaurations scolaires, les restaurations catering, donc dans les avions, dans les trains, dans les prisons, dans les maisons de retraite, en médico-social, de manière large. La loi oblige à avoir 50% de produits, alors le terme exact c'est de produits de qualité et durable. Il n'y a pas dit local dedans, il y a marqué de qualité et durable, donc c'est-à-dire sous signe officiel, en AOP, en IGP ou en label rouge, et bio, et ou bio. Mais c'est 50% des produits. Donc si vous avez du vinaigre bio dans la sauce salade, ça fait un produit. Ça ne veut pas dire 50% de la totalité du repas. Donc la loi Egalim, elle dit ça, à partir du 1er janvier 2022, en entreprise, aussi dans toute la restauration d'entreprise. Elle dit limitation, ça va aller jusqu'à interdiction de l'utilisation du plastique, donc vraiment limitation, un menu au minimum végétarien, et c'est pour l'ensemble, c'est pas que pour les scolaires, et non, c'est les trois, limiter le plastique, 50% de produits et un menu végétarien. C'est ça les bases du texte qui doivent s'appliquer au 1er janvier 2022. Et qui intéresse aussi parce que derrière un produit de qualité, il y a aussi produits locaux qui peuvent être pris en compte. Donc j'en étais, donc du coup comment on répond à la demande, donc là je vais y revenir parce que sur le boom fait à la maison, vous pouvez aussi bâtir des prestations face à cette clientèle-là. Ils demandent ici à apprendre, donc apprendre à cuisiner, apprendre à jardiner, apprendre à vivre la vie d'un agriculteur, apprendre la vie d'un vigneron, apprendre à tenir un gîte, apprendre. Vraiment, c'est vraiment, on est sur une recherche de sens et vivre un moment de vie avec apprendre. Je voyais une dame qui faisait des bérets, apprendre à coudre des bérets, c'est à l'infini de apprendre, toujours dans ce côté, prendre des vacances, oui, mais avec du sens. Ensuite, il y a la relance des marchés ruraux. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, vous, de vos marchés plein vent, mais les marchés ruraux, quand je travaille sur ceux du Lot-et-Garonne, sur ceux du Gers, ça devient des produits touristiques à part entière. À la fois dans l'animation, à la fois dans l'aménagement, à la fois dans les prestations qui sont proposées dans les marchés. Je me souviens que dans le Gers, il y avait un restaurateur il le vendait, la prestation, un restaurateur qui était aussi hôtelier, qui apprenait à un groupe, genre de 8-10 personnes, à aller choisir les produits au marché. Donc ils allaient tous le matin choisir leurs produits ensemble, et puis ils revenaient les cuisiner avec lui dans le restaurant, et comme ça ils vendaient de la prestation, d'ailleurs chère, de 3-4 jours dans son restaurant. Et du coup, vous voyez bien que si le marché il est vilain et que il y a 3 producteurs qui se battent en duel, et encore c'est des revendeurs, vous voyez qu'il y aura une incohérence sur le territoire. Donc là je ne sais pas, Delphine, vous en êtes où des marchés? Il y a un travail qui est fait sur les marchés?
Non, d'accord. Bon, j'insiste pas. Il y a des jolis marchés, mais il y a un travail à faire. Il y a un travail. En tout cas, ça devient, alors souvent, hein, c'est les offices qui s'en occupent, hein, ça devient une prestation à part entière. Mais dans l'aménagement, dans l'animation, bien sûr, dans ceux qui vont... on vend bien de la prestation hébergement hein, sur les marchés en général. Un bon tractage sur le marché à Saint-Aubin à Toulouse, ça vend bien les prestations hébergement. Hein. Vous êtes en phase de cible. Hein. Les marchés sont très ciblés en fonction du lieu. C'est l'accueil en numérique sur les marchés, ouais. parce que les touristes qui sont là, ils viennent demander l'enseignement, mais l'harmonisation du marché en soi n'a pas été encore travaillée. Enfin, face à cette clientèle-là, il faut les bosser, hein, les marchés au sens, mais là je parle un plus, parce que c'est souvent les mairies qui les dirigent, mais je parle aux élus aussi qui sont là, hein, il y a vraiment un travail à faire sur la mise en, on va dire, en esthétique même, des marchés, et voir l'animation hein, surtout, qui fait partie. En tout cas, ça répond hein, à une demande touristique, mais à une demande aussi hein, des locaux. Là aussi, donc, il y a l'essor de toutes les démarches. Alors, hein, je ne sais pas si vous connaissez les AMAP. Hein, donc, ici, donc, de toutes les démarches, l'AMAP, ça va loin hein, quand on regarde notre commercialisation. C'est-à-dire, ce sont des clients, hein, des consommateurs qui se réunissent entre eux, d'accord, pour aider un ou plusieurs producteurs à vendre leurs produits. Et en général, ils ont préacheté. Et ils passent tout leur vendredi de 16h à 19h à mettre des produits dans des cajots pour qu'ils puissent être commercialisés. Je veux dire, c'est quand même un engagement citoyen qui est vraiment fort. Hein, ils se sont vraiment... On voit là que la logique d'engagement... Alors aujourd'hui, en Béarn, vous en avez 38. Hein, à MAP, c'est les chiffres de l'année dernière. Peut-être ça c'est un peu changé. Moi, je trouve que les AMAP, on en parle beaucoup moins qu'il y a 3 ou 4 ans. Hein. Parce que ça a été lancé, mais parce qu'elle reste, c'est devenu une habitude. Enfin, je ne sais pas, c'est une impression. Hein. Ouais. C'est moins médiatisé. Par contre, dans la réalité, il y a peut-être aussi les gens eux-mêmes qui se sont un peu lassés hein, de passer leur vendredi à faire avec des produits dans des cajots hein, pour que les... Mais par contre, c'est revenu, alors pas sous la forme d'AMAP, mais suite au Covid, hein, où les gens se sont réunis pour se filer des coups de main. Hein, je vais chercher du sucre, est-ce que tu en veux hein, je vais passer une commande de viande, est-ce que tu es d'accord? Et donc du coup, ils se sont retrouvés dans la logique de commande collective. J'ai l'impression que maintenant, il y a plus... des associations de producteurs locaux. Oui, là aussi. Il y a aussi beaucoup d'épiceries aussi, un locavore qui se sont... Simplement le petit producteur. Mais la MAP reste là quand même, hein, parce que l'engagement militant et citoyen, il est là. Maintenant, ils montent carrément des épiceries, hein, c'est-à-dire, hein, il y en a, voilà, type La Chouette, type autre chose qu'on retrouvait aux États-Unis, hein, où ils montent carrément des magasins et eux-mêmes, après, donc bénévolement, tiennent des caisses, réassortent des magasins. On est, ce que je vous montrais, c'est que c'est quand même le symbole de logique très, je dirais, impliquée, d'accord, de la consommation militante. Hein, on parlait tout à l'heure, vous disiez, hein, c'est passé avant notre travail, mais vous voyez, hein, le fait de, c'est un acte militant, hein, de se retrouver, de choisir des produits, de les vendre des fois ensemble, hein, à des adhérents d'une association. C'est-à-dire, la consommation n'est pas juste un acte, hein, je vais acheter quelque chose et je le mange, quoi, hein, ou je vais c'est-à-dire, c'est devenu un acte militant. Et du coup, ça devient aussi un élément important de choix de vie, hein, ça va jusque-là. On le retrouve beaucoup dans, hein, je le mets le mode à la ferme. Alors j'ai mis, bon, hein, par exemple, bienvenue à la ferme, mais hein, c'est-à-dire le mot ferme, hein, j'y reviens, est un mot sur la clientèle locavore et sur hein, les cadres, hein, professions intermédiaires, est un mot qui est positif, hein, dans le sens, il y a une époque où on n'était pas positif, hein, il y avait ferme, c'était bouseux, allez, je mets des guillemets, mais, hein, donc là, plus du tout, la ferme est devenue un lieu de militantisme, lieu de production, lieu de qualité, lieu de vie, enfin, hein, ça a ouvert, hein, et alors encore plus exacerbé par le Covid actuellement. Donc là aussi, il y a une logique, mais alors, qui devient concurrentielle, c'est-à-dire juste hein, sur les fermes, hein, même s'il y a de l'hébergement, je fais des bons produits, mais hein, je ne vais pas trop trop décorer le gîte, je ne vais pas mettre de magasin, je lance les chiens sur les clients quand ils arrivent, hein, parce que ça fait ferme. Tout ça, hein, donc du coup, on est hein, dans une logique concurrentielle qui fait que le client, quand il s'est fait bouffer par le chien, qu'il a garé sa voiture dans la boue et qu'il a subi vos décorations qui datent de 1950, hein, réellement, il va ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que la ferme est devenue un lieu de vente, un lieu de prestation de touristique, aussi concurrentiel qu'ailleurs. Et donc, ça vous oblige, mais vous l'êtes sûrement, à être super professionnel. Hein, de ne pas se dire, c'est bon, j'ai marqué ferme, ça va, tout va bien. Non, ils attendent hein, dans les fermes la même qualité de prestation que pourrait apporter n'importe quel autre prestataire de vos activités. J'insiste hein, sur la logique où on est maintenant devenu sur ce marché-là. Il y a 20 ans, je ne racontais pas ça. Il suffit d'avoir un lieu propre et un gîte avec au moins de l'eau et l'électricité, ça passait. C'est fini tout ça, vous le savez, hein, encore mieux que
Donc là, je reviens sur, je vous ai quelques exemples là, sur la logique de prestation à la ferme, où il y a des demandes, c'est-à-dire la ferme est lieu de production, et lieu d'hébergement parfois, mais aussi est lieu de prestation. Donc on peut dire aussi un ferme, j'aurais pu mettre aussi vigneron, là sur des prestations. Par contre, on va voir, enfin, j'ai mis celle-là juste pour illustrer les propos, mais bien sûr, ils s'attendent à des qualités de prestations. Mais quand je vais parler des activités d'agritourisme, donc de prestations d'activités pour lesquelles vous êtes payé, que vous soyez agriculteur ou hébergeur, on peut tout à fait, ou restaurateur même, on ne va pas du tout parler d'une clientèle individuelle. Si vous essayez, et ça je vais être direct, je parle de prestations à vendre, si vous essayez désespérément pour des individuels de vendre de la prestation, réellement vous n'y arriverez pas. Je parle, économiquement ce n'est pas rentable. La logique de l'agritourisme et des prestations, elle est pour des groupes. Mais des groupes, on va voir, il y a 6 types de groupes dont je vais vous parler. On le retrouve, j'en avais déjà parlé en œnotourisme, mais Donc si vous essayez de rentabiliser une prestation pour un couple et ses 2 enfants, c'est infaisable. Je parle de vendre la prestation, si vous voulez la faire gratuite, ça c'est un autre choix. Mais là moi je parle de prestations professionnelles sur lesquelles je reviendrai. Donc ici, vous en parliez, donc là, rapidement, donc c'est les points de vente collectifs, les magasins de producteurs, vous avez raison, ils se développent, mais il faut être, et vous en avez deux à Pau, enfin autour de Pau, là, sur Ferme en Vie, qui est en train de développer une logique de franchise même. Ils vont faire des fermes en vie en France entière avec des produits locaux à chaque fois, tellement il y a une demande. Mais la demande, elle est, on le voit avec les enseignes de grande distribution, c'est que pour pouvoir remplir leurs rayons qui vont grandir en produits locaux, encore faut-il qu'ils aient une offre suffisante en produits locaux, de donc 150 km. Donc ça se développe énormément. Ça, pour tous ceux qui sont hébergeurs, je ne sais pas qui c'est qui est hébergeur ici. Ouais. Donc là, vous proposez des prestations, en plus de l'hébergement, de le panier repas quand ils arrivent, le frigo garni, vous proposez cela ou pas du tout? Oui, moi je propose éventuellement les courses de produits, mais bon, je le fais très peu en fait. Ça va vraiment la demande. Alors après, pardon ? Les paniers terroirs. Ouais. Les paniers terroirs. Parce que là, plutôt que de faire le tour des fois de tous les producteurs, où ça vous prend un temps fou, ça peut être très intéressant de travailler déjà avec une offre prix, avec les magasins de producteurs pour avoir un frigo garni ou un panier repas. Par contre, moi j'ai un producteur, enfin un charcutier, qui me prépare à chaque fois, gratuitement, un plateau de découverte de tous ces produits qui sont tous faits maison. D'accord. Dans le frigo, avec une bouteille de jus en son. D'accord. Après, réellement, si un jour il se fait payer, ça ne sera pas du luxe. Enfin, je veux dire, à un moment, il a envie. Donc là, c'est sympa. Non, mais il a le retour. Le lendemain, ils vont chez lui. D'accord. Mais après, moi, je suis plus dans une prestation où, à la limite, enfin, pas limite, parce que je vais y revenir parce que c'est vraiment une demande, vous verrez, de certains sites de clientèle. Mais c'est pas proposé de temps en temps, ça veut dire vous le structurez dans l'offre. C'est-à-dire, mais bien sûr, c'est valorisé et c'est... alors, de plus en plus, et je parle aux restaurateurs aussi, de plus en plus dans les restaurants, actuellement, la clientèle demande à acheter les produits qu'ils viennent de manger. C'est-à-dire, ils viennent de manger un super magret ou un super foie gras, ils veulent l'acheter tout de suite. Allez, c'est ça qu'on dit le retour, allez jusque chez le producteur, on est dans des anciens modes de consommation. Les gens, ils veulent tout maintenant. Et parfois mettre des points de vente, je ne parle même pas de dépôt-vente, en tant qu'hébergeur, il faut voir votre structure juridique, mais mettre des points de vente où les gens vont pouvoir acheter immédiatement les produits qu'ils ont découverts ou qu'ils n'ont pas le temps d'acheter parce qu'ils repartent le samedi. Alors, ça vaut le coup, et 2, c'est hyper rentable. Enfin, donc là, on a travaillé dans le Lot-et-Garonne avec des offices de tourisme, justement, avec le CDT du Lot-et-Garonne, pour mettre en place une gamme, de produits, mais à vendre, donc qui présentait bien sûr le département, mais une gamme de produits à vendre qui prenait des produits locaux, alors bien sûr pas des produits frais, puisqu'il y avait des logiques de stockage, mais qui proposait à tous les hébergeurs une gamme de produits à vendre, avec une logique logistique qui était gérée par la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne. Donc du coup, chacun avait une étagère, un meuble, avec l'ensemble des produits et réellement des prix de vente attractifs pour pouvoir marcher dessus. Alors du coup, c'est comme dans les supermarchés, là où il y a les gens qui vous livrent leurs produits dans des espèces de cartonnettes présentoirs. En tout cas, dans un présentoir adapté, là qui reprenait le positionnement du Lot-et-Garonne, donc c'était un support carton très joli, qui préservait l'environnement, de carton, qui ressemblait à un marché de fruits et légumes, puisque le positionnement du Lot-et-Garonne, c'est de fruits et légumes, avec des petites étagères sympas. Il y avait des produits, mais surtout, il y avait pour les hébergeurs la possibilité de faire des marges. C'est-à-dire, ils avaient des prix attractifs, parce que les producteurs vendaient au tarif professionnel et revendaient sur un tarif détaillant.
Mais comme vous avez dit, après, il faut voir le statut. Voilà, après il faut regarder. Mais réellement, ce que je veux dire, c'est que par rapport aux besoins clients, on est dans une évolution où ils sont très demandeurs de cela. Bien sûr qu'ils iront voir les producteurs, vous n'allez pas faire la gamme de tous les producteurs du coin, en ensemble, mais plutôt que de leur donner, là aussi, je reviens avec la bouteille de Jurançon, je prends cet exemple, qu'ils puissent acheter, sans aller chez le producteur, pourquoi pas, directement le Jurançon, du producteur en question. C'est ça que je vous montre. Ils aident quand même à les découvrir, on va découvrir la région, en même temps on va découvrir les produits du terroir. Mais ils iront, mais s'ils peuvent avoir la possibilité de les acheter chez vous, ils seront contents aussi. Le but, ce que je montrais, c'est que c'est, et alors je reviens vers l'office aussi, c'est d'autant plus intéressant en promotion, on va parler des magasins qui sont dans les offices, c'est d'autant plus intéressant en promotion que les gens mangent un bout de votre territoire ou boivent votre territoire, c'est 10 000 fois plus efficace que tous les films et les plaquettes qui peuvent exister. S'ils partent carrément, ils l'ingèrent, votre territoire. Donc, en outil de promo et en outil de communication, c'est très très efficace aussi. Donc c'est ça que je disais juste que les points de vente collectifs ou les magasins de producteurs peuvent vous permettre d'étoffer une offre qui soit peut-être plus, c'est déjà bien, qu'un plateau de charcuterie ou un plateau de fromage. Ça permet de faire des paniers. Il y a une demande qui est forte. Donc aujourd'hui, dans ces, j'ai mis quelques magasins, qui soient basques ou bernais. Là aussi, donc de plus en plus, l'arrivée, et il y en a à Pau, il va y en avoir absolument partout, des épiceries qui sont des épiceries dites épiceries locavores, c'est-à-dire eux c'est vraiment ciblé, c'était donc 2 produits locaux, et là aussi, dès qu'on est dans l'alimentaire, la prestation touristique n'est pas loin, que ce soit en connaissance produit, en vivant la vie du producteur et des hébergeurs d'ailleurs. Donc, là aussi, la vente directe en drive ou la vente directe via tous les systèmes, tous les grossistes en fin de compte sur Internet, qui commercialisent, La Ruche qui dit oui, leslocavores.fr, qui sont des sites qui ont explosé, ça c'est le cas de le dire, pendant le confinement, qui se rabaissent un petit peu, qui redescendent, mais qui sont très très loin devant ce qu'ils étaient avant le confinement. C'est vrai qu'il y a eu moins, je vous dis tout simplement, ça a été analysé, parce que besoin de contact. Il y a eu, c'est-à-dire, ils étaient déjà sur Zoom toute la journée, on leur livrait leur plateau repas direct de l'entreprise, et ensuite ils commandaient leurs produits. Donc il y a un moment, il y a besoin de contact humain, et donc ils se sont reprécipités dans les supermarchés et dans les marchés locaux. Il n'y a jamais eu autant de monde sur les marchés qu'après le Covid ou encore maintenant. Donc, et j'y reviens ici pour la partie restauration. Donc, les consommateurs locavores chez eux, dans leur ville ou dans leur lieu de vie, eh bien, ils sont locavores aussi quand ils viennent dans les logiques touristiques. Et donc, ils attendent, et ça, ils le demandent, toutes les enquêtes le montrent, ils demandent à retrouver des produits locaux dans les restaurants. Mais pas de manière subliminale. C'est-à-dire pas... t'as qu'à deviner qu'il y a un produit local. Ils demandent à ce que ça soit ancré, que le restaurateur ou les serveurs qui travaillent dans le restaurant puissent expliquer comment ont été fabriqués les produits, d'où ils viennent. Et là, toujours, on est à 150 km, alors plus le producteur des produits principaux est prêt, plus c'est crédible. Bien sûr que si il va acheter un peu trop loin, ça devient compliqué. Et donc, il y a vraiment une demande, je me mets toujours, c'est mon côté marketing, à la place des consommateurs, et donc, il y a une vraie demande ici, dans les restaurants, du fait maison, du 100% local, de cuisine de terroir. Donc, où est-ce qu'on en est vis-à-vis du post-Covid aujourd'hui dans la logique touristique, de manière globale? Ça a développé 5 segments, vraiment, c'est-à-dire l'effet, vraiment, on y est encore dedans, mais on voit déjà ce que ça a donné. Donc le tourisme dit local. Donc le tourisme local, c'est, mais vous êtes peut-être les premiers, peut-être vous l'avez fait vous-même, à aller dans un hôtel ou dans un gîte à 20 km de chez vous. C'est ça, c'est vraiment le besoin de redécouvrir, de découvrir son territoire. Et là, il y a vraiment, je pense, une opportunité, je ne sais pas, vous me direz comment vous le travaillez au sein de l'office, mais il y a vraiment une opportunité de retravailler la clientèle locale qui souvent avait été oubliée dans les prestations d'hébergement et les prestations même des fois de restauration, voire les prestations d'agritourisme. C'est-à-dire, il y a vraiment une volonté locale, donc de 100 km autour, à redécouvrir son territoire. Et là, il y a vraiment, je pense, des choses très très intéressantes à faire sur une clientèle qui est prescriptrice, parce qu'en plus d'être locale, elle a des amis, elle a de la famille qui vont venir et à qui vont profiter de ces effets-là. L'écotourisme, le tourisme durable, très très fortement développé aussi. Je vous dis, l'élément consommation, ok, l'élément préservation de l'environnement,
très très forte. Mais ça veut dire dans l'écotourisme, il va y avoir, je prends l'hébergement, il va y avoir la qualité du bâtiment. Je disais, les peintures voilà, qui sont bio, le chanvre, le bois, donc des éléments. Et beaucoup de clients, on va voir, viennent découvrir dans les gîtes, je l'ai vu encore en Ariège il n'y a pas longtemps, comment ils pourraient construire leur maison en bois ou comment ils pourraient construire leur maison en terre. C'est-à-dire, ils viennent acheter, en fin de compte, une prestation d'hébergement, mais dans l'idée de comprendre comment a été fait le bâtiment. Et ça, c'est vraiment, donc c'est des cibles particulières dans l'écotourisme. Dans l'écotourisme, il y a aussi donc, tout ce qui va être activité autour de la nature, activité de découverte de la nature, alors amplifiée, plus ils vivent en ville, plus il y a une demande, et donc tout ce qui va être prestation aussi autour de la nature, autour de la découverte des animaux, des plantes, ou autres, donc activité. J'en ai monté encore il n'y a pas longtemps sur l'écotourisme avec un gîte de groupe en Ariège, en partenariat avec les CPIE, les associations qui s'occupent d'environnement, il y en a une par département, pour mettre en place des prestations de qualité. C'est pas juste, va te promener dans la vigne, tu verras, il y a des fleurs. C'est vraiment, ils attendent une vraie prestation professionnelle autour de, des activités dites de nature ou de découverte en tout cas de la nature. Le slow tourisme, là ça veut dire, j'appuie sur le frein, d'accord? Et vraiment, les mots qui reviennent, c'est bien-être. C'est prendre le temps, c'est découvrir, et donc c'est très fortement associé à ce qu'on appelle dans le tourisme l'itinérance douce. C'est-à-dire y aller en vélo. Alors le cyclotourisme, là ça a pris 2 points de croissance rien que sur cet été. Vraiment, le nombre de gens qui sont sur des vélos et qui partent sur des fois, il y en a, ils sont partis il n'y a pas longtemps, des familles qui sont parties faire un tour du monde en vélo. D'accord? Quand avant ils le faisaient en bateau, maintenant ils le font en vélo. Donc vraiment le cyclotourisme ça fait partie. Le fait d'être en véhicule électrique, en VTT électrique, à cheval, il y a maintenant on redéveloppe tout ce qui va être randonnée équestre. Vraiment tous ces à pied aussi. Donc vraiment, c'est vraiment le transport qui va être un élément important du slow tourisme. Dans le slow tourisme, je me rappelle juste, ça ne veut pas dire passer 3 heures à attendre un plat au restaurant. Je me souviens, il y avait un restaurateur qui disait « Non, vous êtes en slow tourisme, vous avez le temps. » Non, enfin, ils attendent quand même, ils sont certes lents, mais donc ils attendent des prestations aussi adaptées. Ensuite, il y a vraiment une montée, et là c'est vraiment, mais ça date de l'année dernière, vraiment juste à la fin du Covid, du tourisme luxueux. C'est-à-dire, mais même chez des gens pas ultra riches, c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat, des cadres, se sont dit là, j'ai été enfermé, je vais me payer, mais alors la chambre d'hôtel à 1 500 € la nuit, quel bonheur. C'est-à-dire, on vit à un moment voilà, d'une prestation très haut de gamme. C'est ça qui est vraiment demandé. Et sur l'ensemble, sur du transport, il y a vraiment sur des billets de réservation d'avion, on a vu les ventes, un business class et première classe, mais augmenter. C'est-à-dire, ils ont été privés de leur consommation et là ils se sont dit, allez ça y est, j'y vais, mais dans le très haut de gamme, qu'on voit se développer. Mais souvent aussi dans une logique éco. Et puis, alors la grande nouveauté, l'effet zoom, donc là, alors c'était pas du tout le cas, ou très peu, avant le Covid, le tourisme virtuel. C'est-à-dire, pourquoi je m'embêterais à aller au musée, quand il suffit que je mette un casque de réalité augmentée, voire virtuelle, et je me fais la visite du Louvre sans avoir besoin d'y aller. Et pourquoi se prendre le chou à monter en haut du Mont Blanc ou en haut de l'Aneto, d'accord, autant y aller en virtuel. Et donc ça, super outil. Mais attention, ça veut dire qu'ils sont prêts à acheter. C'est pas juste... Je te fais une vidéo où je te montre le film de l'office de tourisme, comme ça tu auras visité le territoire. Non, ils demandent, quand je dis tourisme virtuel, c'est à vivre une expérience touristique. Donc, et là, c'est tout le développement de la réalité virtuelle et augmentée qu'on va travailler. Et c'est vraiment intéressant parce qu'ils sont prêts à l'acheter, que ce soit par des applis ou que ce soit par des prestations spécifiques. Mais qu'il faut qu'ils vivent. Il faut les y amener en haut de l'Aneto, pour de vrai. Presque il faut les faire marcher avec le système de d'ailleurs plus virtuel, où ils ont des casques donc de réalité virtuelle et puis ça c'est intéressant parce qu'il y a vraiment quelque chose à travailler dans cette démarche-là. Je ne vois pas comment ça peut se vendre. C'est-à-dire que comme vous allez au cinéma, vous payez votre place de cinéma, d'accord? Et bien pour payer, pour aller en haut virtuellement en haut du Mont Blanc, vous payez 12 €. Vous avez dans chaque arrondissement, comme un cinéma à Paris, dans chaque un cinéma, mais c'est pas un cinéma, où on vous met des casques, vous choisissez, visitez les monuments de Paris, visitez les pyramides égyptiennes, visitez ici, et ça coûte 15 € l'entrée, grosso modo, ça dure 3/4 d'heure. Voilà. Et ça marche beaucoup. Il y a des files d'attente énormes pour pouvoir y accéder. Mais oui, mais aux millennials, on est en plein dans les millennials. Donc ces gens entre 20 et 35. Brancher une caméra de vélage là. De vélage. C'est ça que j'ai dit. Alors, vous pouvez travailler la cible gore, d'accord? En prenant. Il y a du vélage.
Le vélage en direct, donc là c'est vraiment, vous êtes en recherche de corps, vous voulez voir, d'accord, vous voulez vous dégoûter à tout jamais, d'accord. Vous voulez voir la vraie vie, mais en vrai, ils ne veulent pas tellement. Et si vous prenez uniquement des femmes enceintes, vous allez voir, vous allez les dégoûter assez vite. Non, mais ça peut être intéressant, mais ça veut, enfin pourquoi pas. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment, ce que je montrais, c'est qu'il ne faut pas montrer la réalité, elle est virtuelle, il faut le mettre en scène. Il y a des gens dont c'est le métier, donc de créer de la réalité virtuelle. On peut pas, c'est pas juste mettre une caméra et... Alors là c'est plus, comment dire, un peu comme quand vous vérifiez avec une webcam qu'il y a de la neige sur la station de ski. Là, on peut dire, vous pouvez vivre la vie de la vache, mais travaillez-la un peu pour ne pas les effrayer de trop. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que c'est un super outil, commercial, pour vendre de la prestation, mais c'est aussi un super outil de communication. C'est-à-dire, vous pouvez monter la réalité virtuelle sans qu'il y ait tout, puis qu'à la fin. Mais ça peut être, on peut très bien, je l'ai monté sur certaines câbles, on peut mettre en place de la réalité virtuelle, donc même augmenter, vous faites monter la cuve, redescendre, mettre les raisins, enfin tout ça, c'est juste du travail de vidéaste. Et c'est pas des films et des savoir-faire qui sont si chers. Je veux dire, la technique aujourd'hui, c'est 3 vidéoprojecteurs mis en ligne ensemble. Par contre, il faut des artistes pour le faire. C'est un métier réellement. Commencez pas à mettre votre webcam devant vos vaches, parce que ça va être limité comme réalité. Ça se comme vous ne pouvez pas le vendre en réalité. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui se sont développés avec le Covid. Donc, aujourd'hui aussi, qu'est-ce qui se développe avec le Covid ? De plus en plus, ce tourisme partout, tout le temps. D'accord ? Il y a une demande d'activité touristique. Alors, vous savez, dans le tourisme, on ne dit jamais les choses simplement, donc on les met en anglais, voilà, pour dire je prends le train ou le vélo, on fait de l'itinérance douce. Donc là, je vous ai mis pour que vous vous habituez à ces mots-là. Peut-être que le collègue en avait parlé, la précédente conférence. Donc, si, la stay, donc je vous explique en anglais, donc la staycation, donc c'est-à-dire c'est cation de vacation, vacances, et le stay de rester. Donc là, c'est voyager près de chez soi, ce que je vous dis, c'est-à-dire découvrir son propre territoire, découvrir même son village, et enfin aller dormir dans l'hôtel qui est au bout de la place, parce qu'on en rêve depuis des années. Donc, mais commercialement, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En plus, ensuite, il y a le Bachelor, là, donc ici, donc là, c'est en anglais parce que sinon c'est pas drôle, d'accord. Donc ça veut dire voyager près de chez soi. Je sais pas le faire en Béarn. La dernière fois, il m'avait demandé aussi le mot marketing en Béarn. Alors en basque, c'est encore plus compliqué. Alors, donc ici, donc là, ça c'est très intéressant parce que vous êtes sur un territoire, donc entre Pau, Lac, où vous avez des gens qui se déplacent pour venir travailler, tous les cadres Total qui débarquent ou autre. Eh bien ici c'est intéressant parce que du coup ils travaillent, c'est ici le break de business, d'accord, et puis ils restent en vacances, c'est-à-dire ils bossent, ils passent une semaine ou 3 jours à travailler, et plutôt que de repartir à toute vitesse, ils restent pour découvrir le territoire, manger des produits locaux et prendre le temps, voire mes fois même leur famille les rejoignent. Et là vous êtes sur un territoire où cette cible elle est là, d'accord, c'est-à-dire elle vient travailler, vous avez le tourisme professionnel qui vient ici, il existe, donc du coup leur vendre de la prestation, mais il faut leur vendre, c'est pas juste dire ben voilà, vous venez travailler et alors, ça veut dire qu'il faut aller sur les lieux où ils travaillent pour aller leur proposer de la prestation complémentaire à leur lieu de travail. Très intéressant pour les vignerons, parce que c'est souvent une clientèle qui est clientèle souvent masculine d'ailleurs, qui vient en tant que cadre, et les vins font partie, et qui viennent des fois même de l'étranger. Donc ils sont très demandeurs. Vous montez ici, sur ce public-là, un stage de dégustation découverte avec diplôme à la clé, en plus vous mettez un peu de gastronomie. Par contre, il faut juste caler au moment où ils ont fini leur séminaire professionnel pour leur vendre la prestation sur une journée ou sur une demi-journée. Ça vraiment, vous êtes sur un territoire qui a cette cible-là. Ensuite, vous avez donc troisième élément, donc ils veulent ici vivre des micro-aventures, virtuellement, d'accord, ou réellement, mais alors ces micro-aventures, commencez pas à les pendre par un pied et les jeter d'un sommet, quoi. Ils demandent, c'est un peu de suspense, donc ça, il y a une demande, surtout après Covid. Et puis, ça c'est intéressant aussi, parce que ça c'est vraiment une nouveauté, c'est les gens qui travaillent, ils sont en télétravail, et en même temps ils sont en vacances. Comme ils arrivent, leurs entreprises leur interdit de se déconnecter, ils bossent, donc là d'où l'importance des connexions internet et autres, ils bossent, et puis ils arrêtent, et puis ils prennent des vacances en même temps qu'ils travaillent. Donc c'est pas la même chose que je suis venu travailler, je m'arrête et je prends quelques jours de plus. Là, je vais choisir peut-être votre gîte ou votre hôtel, voire votre lieu d'hébergement parce que je peux y travailler en télétravail. Et puis, en même temps, je veux des prestations. Ça veut dire que si les chambres, on entend tousser, d'accord, de chambre à chambre, ils ne vont pas choisir chez vous. Parce qu'ils sont en Zoom, quoi. Même s'ils ont un casque, ils sont en train de travailler, donc il faut un lieu
voilà, il faut une table, une chaise qui leur permettent de travailler confortablement. Donc, ça veut dire dans les chambres de prévoir aussi des lieux de travail avec une connexion Internet qui leur permet de faire du télétravail chez vous. D'accord, donc c'est-à-dire si c'est la chaise de la grand-mère avec le meuble où on ne peut pas mettre les pieds dessous. Donc, je pense que j'étais à un hôtel en Bigorre où j'aurais bien aimé travailler le soir, mais j'ai fini à travailler sur le lit. Donc là, j'aurais pas pris un télétravail, d'accord, sur plusieurs journées. Mais c'est un élément que vous pouvez mettre en avant, même dans votre communication, à condition que ça soit vrai, qu'il y ait vraiment un lieu qui permette d'avoir une bonne connexion et de poser un ordinateur. Et derrière, de ne pas avoir une vache en train de véler, parce que là... Voilà, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que leur patron ou leur collaborateur les voit. Donc si la vache bête, d'accord, ou meuble derrière, ils vont avoir du mal à faire croire qu'ils bossent. D'accord. Donc en tout cas, ça c'est intéressant parce que réellement, cette partie-là, par exemple, on ne l'avait pas du tout avant le Covid. Les gens disaient, moi en vacances, je veux couper. Là, ils disent, non, je veux continuer à travailler pendant les vacances. Donc là, je pense que c'est des ciblages qui peuvent être intéressants d'adaptation. À la semaine dernière, pourtant, la personne qui présentait avait insisté sur le fait qu'il y ait des grandes baies vitrées où la personne pouvait travailler, recevoir ses mails, mais avec le mais devant, paysage. Pas derrière. Alors on n'en était pas aussi pointu que comment est positionné l'ordinateur. Non, mais devant c'est bon, en vrai ce que je montrais c'est de pas, sinon il floute, mais c'était juste de faire attention donc, à ces éléments. Bon, si vous l'avez vu là, la dernière fois, mais voilà, là c'était pour vous dire que là on va retrouver sur l'ensemble de ces éléments-là des logiques d'agritourisme. Mais bien sûr, s'ils ont une belle vue, c'est mieux que s'ils ont une vue. Vous qui êtes au courant des tas d'études, ça veut dire que les entreprises savent que... obligent leurs salariés à télétravailler, mais ils n'ont pas conscience qu'il télétravaillera obligatoirement chez lui. Ça dépend des accords, c'est négocié, actuellement c'est négocié, donc il y a des entreprises qui obligent les personnes à être chez elles, très souvent parce qu'elles sont proches de l'entreprise et qu'il peut y avoir une urgence où elles doivent venir, c'est souvent ceux qui sont d'astreinte en fonction des métiers. Et puis il y a des entreprises qui disent, j'en ai rien à faire de là où vous êtes, moi ce que je veux c'est que vous télétravaillez, d'accord. Donc là, mais par contre, en général il n'y a pas de mensonge, parce que là, la personne qui est en télétravail, elle travaille, donc elle est sous l'autorité de l'entreprise. Mais il y en a qui disent, si tu as envie de travailler dans un gîte dans le Béarn, mais va dans un gîte dans le Béarn, tant que le travail est fait. Mais ça me paraît plus logique. Oui, mais il y en a qui disent non, pas question, pour des raisons d'assurance, pour des raisons de proximité, parce qu'ils veulent pouvoir les voir. Et donc là, tout dépend des accords avec l'entreprise. Mais par contre, c'est un marché qui se développe, parce que réellement, le télétravail, il y a des gens, ils n'ont pas leur bureau chez eux, ils sont sur la table de la cuisine avec les gamins qui tournent autour. Donc, s'ils peuvent avoir un lieu, ils vont dans les tiers-lieux, ils vont dans les lieux externalisés de travail. Mais c'est en accord avec l'entreprise, c'est pas sous forme de mensonge. Mais quand après, c'est à eux de gérer, quoi. Oui, mais bon. En tant qu'hébergeur, on n'est pas au courant. Non, vous n'êtes pas au courant, mais ce que je veux dire, c'est un marché qui va perdurer. Là, d'accord, c'est pas une opportunité. Donc, si vous vous mettez en place et vous communiquez sur ici, vous avez des hébergements sur lesquels vous pouvez aller en télétravail, ça a pignon sur rue, quoi. C'est pas, d'accord. Si jamais, je dirais rien. Mais vous voyez que même si je dis rien, alors, c'est la vache qui meugle ou le train qui passe, ça va les embêter pour travailler, c'est ça que je veux dire. Mais la vue sur le paysage, tant mieux. C'est vraiment... De toute façon, chez eux, ils ont obligatoirement le silence total. Et vous croyez que le télétravail va venir? Oui, en tout cas, pour toutes les études que j'ai pu lire, oui. Mais vous imaginez le bénéfice pour les entreprises? Elles n'ont pas à payer l'électricité. Ouais, mais les salariés, peut-être pas. Et il y en a qui ont pris goût, il y en a qui ne veulent pas y revenir. Les 1h30 de transport dans Paris. Donc, après, comme tout, il y en a qui veulent. Mais en tout cas, je pense que cet élément qui était déjà pressenti. Là... Alors, un télétravail de qualité. Voilà. Partir d'un gîte à un Béarn plutôt que de rester chez eux. Je sais pas, en tout cas, je pense que là, un tournant a été pris, et en plus avec la baisse de cette notion de travail, qui est peut-être un peu moins importante, il y a quelque chose, en tout cas, ça a vraiment changé de la manière de travailler, mais ce qui pose des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de travail en équipe, que les gens se voient moins, enfin il y a tout ce que vous pouvez lire sur le... Mais est-ce que ça va perdurer dans les 3-4 ans à venir? Oui, à plus, j'en sais rien. Ensuite, donc, je voulais vous parler d'une cible particulière dont on parle peu en agritourisme et qui, suite au Covid, vient de vraiment de découvrir le monde rural. Donc, ce sont des enfants, on les appelle les millennials, c'est-à-dire c'est les gens qui sont nés en 2000, autour de 2000. Alors en fonction des études, il y en a qui commencent à 18 ans, qui sont nés juste avant 2000, et puis il y en a qui sont juste après. Mais grosso modo, parce qu'ils n'ont pas tous le même âge, on les appelle les millennials,
Donc, c'est des gens qui aujourd'hui, il y en a, je dis, qui vont jusqu'à 40 ans, d'autres qui vont jusqu'à 18, mais je vous ai pris la moyenne. Donc, c'est des gens qui aujourd'hui ont entre 20 et 35 ans. Donc, ils vont avoir leur premier enfant, quand ils auront, enfin, quand ils ont déjà eu, vers 30 ans. Donc ces gens-là ont été vraiment fortement impactés par la crise du Covid. C'est-à-dire, soit ils étaient étudiants et donc ils ne pouvaient plus aller à l'université ni dans leurs écoles, ils étaient complètement connectés, tout seuls, avec même pas de quoi manger parce que leurs parents ne pouvaient pas leur amener de quoi manger ou ne pouvaient pas les acheter parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Donc ces gens-là, quelles sont leurs spécificités? Donc c'est vraiment des gens qui sont ultra connectés. On l'appelle aussi la génération Y, à cause des écouteurs de leur smartphone ou on dit le baladeur qui n'existe plus, mais, voilà, mais qu'est-ce qui m'a appris un truc aussi vieux que la réalité virtuelle qui existe? Voilà. En tout cas, ils sont complètement connectés et vraiment, ce sont des gens qui vivent par Internet. Alors, c'est pas la génération Z qui, eux, carrément, ils sont dans la réalité virtuelle, donc eux, ils sont d'ailleurs dans l'ordinateur, eux, ils sont encore un peu à l'extérieur de l'ordi. Alors, ils suivent leurs rêves, et ça c'est vraiment intéressant, dans leur manière de consommer, ils ont des rêves. Ils ont des rêves en plus où ils recherchent du sens. Ils sont vraiment dans une recherche de sens, mais exacerbée encore plus que les seniors qui veulent chercher. Ils envoient, je vous dis juste, en moyenne entre 50 textos par jour, d'accord? Donc ils sont connectés et c'est un mode de communication qui est fort. Ce sont des gens qui, en groupe, recherchent, d'accord, des prestations touristiques. Par contre, alors eux, ils sont complètement, d'accord, entre deux mondes. Ils ont envie de consommer et en même temps, ils ne veulent surtout pas consommer pour préserver la planète. Mais ils sont encore plus sensibles au grand écart que les clients ou les consommateurs en général. Et ils sont ici, mais depuis qu'ils sont nés, on leur dit que la planète va s'effondrer, on leur dit qu'ils n'auront pas de travail, on leur dit que de toute façon ça pollue, on leur dit qu'ils vont tous mourir très vite. Enfin voilà, c'est des gens quand même qui sont un tout petit peu inquiets dans leur... Mais, parce qu'il faut dire qu'on les a un peu picousés de tout ça. Mais par contre, et c'est intéressant parce qu'on les voit arriver, on ne les avait pas en cible touristique, et suite à l'effet Covid, ils arrivent, je dirais, dans le monde du tourisme au sens plus classique. Alors qu'est-ce qu'ils recherchent? La première chose qu'ils recherchent, c'est avis et recommandations, mais plus que les autres. Beaucoup de touristes vont regarder les avis, TripAdvisor, Google Business ou autre. Mais ils vont d'abord regarder les avis. Et surtout, alors, c'est eux les fous, d'accord, entre guillemets, d'accord, qui publient sur Instagram la moindre assiette qu'ils mangent au resto, d'accord. Vous les regardez, ils prennent en photo même leur pâte au beurre. Enfin, j'exagère, mais... Ça, il y en a peut-être qui se reconnaissent. Ouais, d'accord. Donc c'est eux, voilà, leur chocolatine, ou la pain au chocolat, ils le prennent en photo et l'envoient à qui, bon, c'est leur truc. Donc du coup, en tout cas, ils se fient énormément à leurs collègues, à leur réseau, aux pages Facebook, surtout à Instagram. Là, je parle, qui c'est qui est en restaurateur ici? Elle est là, non? Elle est derrière. D'accord. Donc ça veut dire sur cette cible-là, donc le premier outil de communication, Instagram, et publier aussi des photos d'assiettes, c'est sans fin. Donc eux, ce qu'ils recherchent, c'est un hébergeur, ce qu'ils recherchent, c'est, alors je mets 24 sur 24 et 7 jours sur 7, la connexion qui s'arrête. Alors eux, c'est pas la peine d'aller leur dire, vous allez avoir une prestation déconnectée. Alors, ça les stresse. L'alimentation, et c'est là que j'y reviens par rapport au territoire, ils recherchent, et ça c'était vraiment pas le cas. Si je prenais les mêmes, ils étaient fous furieux de hamburger, il y a juste avant le Covid même, dans les 5 ans. Là c'est terminé, pas de burger. Là on prend des graines de chia, le truc que personne... on prend de... Qu'est-ce qui est dans la spiruline? Il n'y a pas quelqu'un dans la spiruline? D'accord, donc là tout d'un coup, eux, bon, elle est plutôt féminine la cible spiruline. J'ai accompagné la Fédération nationale des spiruliniers de France. Donc bon, en tout cas, voilà, ce sont des gens qui mangent de la spiruline. Je dis, ils en consomment beaucoup, parce qu'ils font du sport. Alors, ils recherchent aussi une expérience inédite. Et ça, vraiment, le côté original, le côté décalé, les virtuels qui préfèrent voir la culture de la spiruline en virtuel. Et puis, très très important, on le retrouve chez d'autres, mais chez eux aussi, l'importance du sens, donc le côté militant. Ils sont capables de venir chez vous, cela, en groupe, et d'apprendre à tailler de la vigne, et d'apprendre peut-être le village des vaches, et apprendre à amener les vaches à la montagne, etc. Ils ont besoin de sens, mais vraiment encore plus que d'autres cibles de clientèle. Et ils sont prêts en groupe à payer pour ça. C'est vraiment à condition de ne pas les baratiner, c'est-à-dire de ne pas leur faire un faux sens. Ouais, tu vas aider à amener les vaches, mais en vrai, nous, on ne les amène jamais les vaches. Il ne faut pas croire qu'ils sont tous véganes et... Non. Ah, donc pas de vache. Surtout pas. Non. Ils ne sont pas tous véganes. Aujourd'hui, ils aiment la bonne bouffe. Ouais. Et ils apprécient, il faut leur apprendre à apprécier la bonne bouffe. Ouais. Mais par contre, les véganes aujourd'hui, purs véganes, c'est 4% des consommateurs. C'est la cible à viser, ça. Mais en tout cas, c'est celle du futur. Enfin, c'est celle
sait quel âge. Ils sont 4% des véganes. Hein. Par contre, la viande, c'est comme le vin, hein, c'est moins mais mieux. D'accord? Donc du coup, ils vont pas manger de la viande à tous les repas. Par contre, quand ils vont manger de la viande, ça va être une super bonne viande. Et surtout, ils veulent savoir comment elle est faite. Et comment elle est faite, et comment on la cuisine, et comment hein, on la conserve, etc. Mais c'est vraiment une cible intéressante hein, dans l'agritourisme parce qu'ils sont très demandeurs hein, de cela. Hein, donc c'est un élément qui n'était pas le cas. Hein. Vraiment, il y a 5-6 ans, les millennials, ils étaient, mais alors rien ne valait un bon coca, quoi, hein, avec un burger. Vraiment. Mais là, c'est vraiment un élément à prendre en compte hein, dans les nouvelles tendances de consommation. D'un point de vue restauration, moi je suis frappée par le fait que sur les cartes, quel que soit le restaurant, on trouve des burgers, nouvelles formules peut-être, mais on en trouve partout, dans tous les restaurants. Dans certains restaurants, mais oui, mais bon, ça s'adapte aussi au type de clientèle, et puis c'est très très bon les bons burgers. Est-ce que c'est une clientèle qui avant partait à l'étranger pour le week-end, qui prenait l'avion pour aller à Pétaouchnok et qui du coup... là, moi, ils sont dans les logiques de... On les a picousés de si tu prends l'avion, tu vas courir la planète. Hein, donc, hein, ils se disent qu'il vaut mieux qu'ils se mettent à 12 à partir en vélo pour arriver d'accord, chez un hébergeur qui leur proposera hein, une prestation autour de l'avion, par exemple. Voilà, mais du coup, c'est des gens qu'on voyait peut-être plus beaucoup en France. Pour moi, la France, c'est quand même une clientèle principalement de famille où effectivement, seniors. En tout cas, là, ceux-là, ils reviennent. Et puis, il y a une dimension intellectuelle, militante, hein, de prise de conscience. Hein, c'est pas juste un effet de mode, hein, c'est quelque chose qui est profond et qui va perdurer. Et donc, comment on travaille ces marchés-là hein, je vais y venir. Donc, là, je faisais la cible sur les millennials parce que les autres cibles, vous les connaissez, ils n'ont pas changé. Ça, c'est vraiment un des nouveaux comportements qu'on connaissait moins, en tout cas en prestations touristiques. Donc, si vous voulez vendre des prestations d'agritourisme, que ce soit dans des exploitations, que ce soit en lien avec des hébergeurs ou avec des restaurateurs, le travail, il est sur le marché du groupe. Donc vraiment, l'individuel, on peut les regrouper, mais c'est une sorte de groupe, mais l'individuel, hein, quand par exemple l'office de tourisme fait la promotion hein, d'une activité, famille ou autre, c'est juste un outil de communication. Donc c'est vraiment un super outil de communication, de montrer qu'il y a des choses à packager sur le territoire, mais ce n'est qu'un outil de communication. Si vous voulez faire du business, si vous voulez gagner de l'argent, hein, enfin, au sens de vendre vos prestations, on est sur la clientèle groupe. Et donc dans la clientèle groupe, il y en a 6 types de groupes qui existent, à vous de voir ceux sur lesquels vous pourriez aller. Donc là, il y a une première type de clientèle, alors qui est intéressante parce que c'est là encore effet du Covid, c'est ce qu'on appelle la clientèle autocariste. Donc ce qui se passe aujourd'hui chez les autocaristes, c'est que déjà ils sont en train de réduire leur volume de personnes dans un bus, hein, puisque là ils n'ont pas assez de monde. Donc ils sont en train eux-mêmes de se transformer, effet Covid, sur du minibus ou du plus petit bus de, on va dire, de 15 à 18 ou 20 personnes. Hein. Donc on est en train de revoir, hein, les autocaristes sont en train de complètement se remettre en question, hein, en retravaillant sur du mini-groupe plutôt que sur du grand groupe. Mais même avec leur même cible de clientèle qui est essentiellement cette clientèle senior. Et ce qui est intéressant, c'est que cette clientèle senior, hein, donc ces clubs de 3e âge, mais qui sont des clubs de 3e âge de gens qui ont commencé à rentrer, hein, c'est les baby boomers, hein, c'est-à-dire des gens qui sont encore dans les problématiques culturelles, en recherche de la culture, recherche hein, d'une dimension plus qualitative des repas. Après, ils sont comme les autres, la première chose qu'ils veulent faire, ces groupes-là, c'est manger. Donc si vous proposez une prestation, il faut que d'abord ils mangent. Mais ils mangent de plus en plus local, de plus en plus qualitatif, hein, cela. Mais d'abord manger. Et puis ensuite, ceux qui recherchent, hein, donc vraiment hein, ces seniors-là, hein, cette génération, recherchent aussi des logiques culturelles. Hein, ils demandent hein, de la prestation culturelle, pas que manger. Et donc si vous voulez travailler cette clientèle-là, ben, il faut de quoi accueillir un bus, alors même si c'est 2 minibus, hein, il faut qu'il y ait la place pour hein, une route qui permet d'arriver et puis une route qui permet de faire aussi demi-tour, un parking. Et il faut des toilettes. Là c'est vraiment hein, de quoi faire passer quand même 45 personnes, et même si c'est 2 minibus, à moins d'un quart d'heure. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, hein, enfin je peux, mais il faut des toilettes adaptées. Donc ça c'est pas une clientèle qui est hébergée. Hein, rarement, de moins en moins, surtout avec l'effet Covid, c'est des gens qui achètent de la prestation à la journée. À la journée avec hein, donc de l'alimentaire et de la prestation. On peut monter des prestations œnologiques dessus, mais il faut qu'elles soient ludiques. Si c'est juste leur faire goûter un verre de jurançon et manger une tartine de pâté, réellement, ils demandent plus que ça. Il faut qu'il y ait un côté ludique. Attention, ces gens, malgré ou avec le Covid,
tiennent de moins en moins longtemps debout. Mais ça, j'insiste, hein, on est vraiment... J'ai monté pas mal de prestations. Il y a encore 5-6 ans, ils tenaient 20 minutes en marchant. Là, on en est à 10 minutes. Donc du coup, c'est-à-dire commencez pas à attaquer une visite de la montagne pendant 1h15. Vous allez peut-être détruire votre clientèle. Donc là, c'est vraiment... On est sur de la prestation courte. Hein, en termes de... Là, je vais travailler sur des prestations estives, hein, par exemple au Pays Basque et puis en Ariège. On les fait marcher 10 minutes, on les assied, on leur chante, on leur montre les vaches. D'accord, il y en a qui ont fait des prestations eux-mêmes, peut-être en tant que client, je sais pas. Bon, enfin en tout cas, non. D'accord, elle se retrouve dans la Je rentre dans... D'accord, et bien vous verrez que peut-être un jour, hein, on vous fera une super prestation adaptée, on vous distribuera de plus en plus, on distribue, vous savez, une espèce de siège avec, je ne sais pas comment ça s'appelle, des nids et tabourets. Voilà, bon, donc c'est en tout cas, mais c'est une clientèle qui est intéressante parce qu'elle est en demande. Et puis ici, elle n'est pas loin de chez vous, quoi. Les autocaristes, il y en a plein hein, sur Pau, ils supportent de faire 2 heures aller, 2 heures retour, d'accord. Donc du coup, vous avez de la prestation à la journée hein, sur tous les autocaristes qui sont hein, à 2 heures de chez vous. Donc c'est intéressant en termes de ciblage, c'est souvent professionnel. Par contre, il faut vendre de la prestation hein, adaptée à ces cibles-là. Ouais. Du coup, il n'y a pas du tout d'hébergement. Ici, ils sont hébergés ailleurs. Ouais. Non, eux, ils sont pas. Oui, enfin, il y en a, hein, mais c'est rare. C'est le club du troisième âge. Oui, mais qui prend le bus. Mais votre client, en vrai, vous, c'est l'autocariste, d'accord, qui vous achète une prestation, qui revend au club de troisième âge. Et ils n'achètent pas de l'hébergement. Enfin, c'est très peu, il y en a, mais de plus en plus, on voit le marché évolue sur la prestation à la journée. Mais il n'y a pas que ça comme groupe, hein, j'en ai 6. Ah bon, d'accord. Non, ne vous inquiétez pas. Deuxième type de groupe, donc ce qu'on appelle les groupes agences incentives ou événementiels. Donc ça, c'est très très intéressant. Alors, eux, ils cherchent, alors pas tellement de l'hébergement d'ailleurs, ils cherchent de la prestation à la journée. Donc ça, ce sont les mêmes que ceux qui sont en work business, là, dont on parlait tout à l'heure, ou en business, d'accord. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, ce sont des agences qui achètent. Donc, c'est des entreprises qui se vont vers les agences, qui leur vendent des prestations à la journée. Ils cherchent quoi? Ils cherchent à faire des séminaires, et de plus en plus sur les lieux de production, et là je parle des fermes. Donc ils cherchent quoi? Ils cherchent à être sur les fermes pour faire leurs séminaires annuels ou trimestriels, hein, avec leurs équipes. En général, c'est 20-22 personnes, 25 personnes. Et puis l'après-midi, ils veulent faire une activité où ils vont se retrouver ensemble. Et vous avez, et ça c'est vraiment intéressant, de plus en plus d'entreprises qui sont engagées dans des démarches RSE, responsabilité sociétale et environnementale, qui souvent sont un peu du RSE washing, d'accord? Ils disent qu'ils préservent l'environnement, ils font attention à leurs gens, bon, plus ou moins. Mais par contre, pour montrer qu'ils font ça, parce qu'il y a bien un moment, il faut que ça soit vrai, eh bien, ils vont faire leur séminaire pour soutenir une ferme, pour découvrir un territoire. Et du coup, leur prestation RSE, ou en tout cas leur labellisation RSE, passe par des séminaires sur des lieux ruraux, par exemple. Et c'est intéressant pour vous parce que alors là, en termes de tarifs, si vous voulez, la vie est plutôt belle, d'accord? C'est-à-dire, là, on est moins sur une problématique différente. L'autocariste, il cherche souvent des prestations pas trop chères. Là, on peut y aller, hein, la location de la salle, là, chez vous, hein, il y en a hein, en Jurançon, ça va bien. Et donc, il faut des salles où c'est encore mieux que chez eux pour travailler. Donc là, c'est vraiment une salle de séminaire professionnelle. Là, par exemple, on n'est pas dans une salle de séminaire où on pourrait vendre hein, le carrelage, tout ça. Là, on est dans un super restaurant, mais pas dans une salle de séminaire. Donc, salle de séminaire professionnelle, hein, et après, on leur vend de la prestation hein, autour de l'agritourisme, autour hein, du sens en tout cas, et surtout faire eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment intéressant dans la logique. Là. Non, là, non. Vraiment, les entreprises, alors, il y en a toujours quelques-uns. Il y a l'alcool. Oui, non, d'accord, mais là, on n'est pas en train de... On n'est pas du tout... Alors, on n'est pas sur le mini-groupe constitué, mais pas ça. Là, on est là sur des gens qui travaillent. Hein. Je vous rappelle que quand même, il y a une loi dans le monde qui travaille où il y a quand même pas... il y a beaucoup d'entreprises qui interdisent hein, la consommation d'alcool sur le lieu de travail. Eux, ils cherchent de la prestation. On peut mettre de la prestation de dégustation en mettant en place... On n'est pas sur du... C'est celle qui se bourre et qui cherche de l'hébergement, c'est après. C'est pas celle-là. Celle-là, elle est... D'accord, elle ne cherche même pas l'excuse, d'accord? Elle vient travailler. Non, en général, c'est les repas de fin d'année de boîte ou de commerciaux comme ça qui veulent... Voilà, mais on n'est pas là. Un recentrage de commerciaux et qui, en général... Oui, mais pas là, d'accord? Là, ils travaillent le matin, ils font une activité, ils repartent en voiture, et on n'est pas sur l'activité. J'arrive, alors ceux qui se cachent...
D'accord. Ceux qui vous intéressent, donc qui vont enfin être hébergés, c'est eux. D'accord. Non, pas c'est pas ceux, ils peuvent, mais voilà. Ceux qui vont être hébergés, c'est eux. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les groupes autoconstitués. C'est souvent 10, 15 personnes, ça dépend, qui se regroupent entre eux. Donc c'est très souvent des fois de la clientèle individuelle que vous avez, par exemple, certains en vente directe, à qui ils vont dire, si tu fais une fête de famille, si tu veux retrouver des commerciaux, c'est souvent en œnotourisme là, c'est des groupes d'hommes, c'est essentiellement masculin, de 8 à 10, qui font du golf ensemble, qui font du tennis ensemble, qui vont se retrouver. Et l'objectif, c'est, alors je vous mets avec leurs mots, je caricature, mais pas trop de temps que ça. Donc, on veut se retrouver pour boire sans les gonzesses. Je vous le fais avec zéro finesse. D'accord. Donc, ils veulent se retrouver. Et du coup, qu'est-ce qu'ils cherchent? Une prestation où ils ont une logique, si on est en œnotourisme, de découverte de vin, d'alcool ou autre. Et puis une prestation d'hébergement sur le lieu pour ne pas reprendre la voiture et une prestation de restauration. Et des fois ils vont y mettre, bon, à moitié bourré, mais ils vont y mettre une prestation vélo ou sportive quand eux ils marchent plus de 10 minutes. Donc, ça c'est vraiment, et ça c'est vraiment, le groupe autoconstitué, c'est le cœur de l'accueil groupe en agritourisme ou en œnotourisme pour vendre de l'hébergement. C'est vraiment, après il y a la spécificité mariage qui est vraiment un marché à part entière qui est totalement différent et qui est spécifique. Donc, là, je ne vais pas y rentrer. Mais par contre, toutes les fêtes de famille, les cousinades, alors là, l'amplification après Covid sur la famille, vous pouvez y aller, sur ces prestations, il y a vraiment... Par contre, il faut avoir de quoi héberger une dizaine ou quinzaine de personnes. Ça peut être regroupé aussi, ils sont d'accord. Donc je reviens sur l'autre parce qu'elle est intéressante aussi. Elle revient, pour l'instant elle s'est vraiment calmée. C'est la clientèle étrangère qui vient en groupe par les tours opérateurs. Là c'est quand même pas bon, l'effet Covid a fait. C'est en train de revenir, mais bon, il faudra voir comment ça va évoluer. Sur les tours. Alors il y a beaucoup de tours opérateurs spécifiques. Donc vous avez par exemple des tours opérateurs spécialisés dans la vente de prestations pour femmes. Donc vous avez Copines de voyage, c'est une agence qui vend à des cibles féminines qui veulent se retrouver en groupe, faire du cheval, faire du yoga, faire... pourquoi pas du vélage de vache, mais en tout cas, il faut voir comment l'agence pourrait leur vendre. En tout cas, là, on est sur les agences de voyage spécialisées, c'est plutôt une clientèle étrangère qui va... Là, pour l'instant, je ne sais pas, ils sont revenus chez vous, les agences, les tours opérateurs? Pas encore. Là, il y a des territoires où ils reviennent, mais c'est lié au Covid et aux possibilités de voyager ou pas. Là, je sais que sur la Bourgogne, la clientèle chinoise est en train de revenir, les tours opérateurs reviennent. Et puis, dernier type, alors 5e type de groupe, il y en a 6. Donc là, c'est les GIR, mais c'est vous qui décidez de regrouper. Vous montez une prestation, découverte, rando, cuisine, enfermé, d'accord, escape game, ce que vous voulez. Mais c'est vous qui regroupez, qui donnez rendez-vous et qui regroupez. Depuis le début, je parle de prestations à vendre, d'accord. Pas, là, on n'est rien dans le gratuit, là, donc pour lui donner aussi de la valeur. Donc ça, le GIR, c'est vraiment intéressant, c'est ce que vous faites peut-être dans les randonnées comptées, dans les balades, ce sont des choses comme ça. Et puis le dernier, qui est intéressant aussi, donc c'est le public scolaire, en groupe, qui peut être. Alors, c'est pour revenir sur les hébergeurs, donc sur l'hébergement en groupe, dans l'agritourisme, il y a les groupes autoconstitués et les groupes tour opérateurs qui cherchent de l'hébergement. Tout le reste, on est plutôt sur la prestation à la journée que de la prestation hébergée. Alors eux, en plus, ils ne mangent pas carrément, puisque c'est la cantine qui leur fait les repas. Ils ne vont pas acheter de la prestation. Ils ont des moyens de plus en plus faibles. Oui et non. Alors c'est ça, c'est comme dans le programme, ils ont biodiversité. Par contre, comme ils ont moins de moyens, il faut que le bus y en ait pour leur argent. C'est-à-dire que pour le coup, la journée, elle est tassée. Donc, voilà. Mais elle reste une clientèle intéressante, puisque en termes de prestations, ils sont demandeurs de qualité, de prestations de qualité aussi. Donc pour terminer, aujourd'hui, si vous voulez aller sur ce marché-là ou continuer d'y aller, sur les prestations de l'agritourisme en groupe, face aux nouvelles modalités de spiruline, on peut faire des choses sympas sur les trailers et sur le côté bien-être, où il y a vraiment des choses sympas. Ouais, d'accord. Donc là, si vous montez une prestation, quelle qu'elle soit, il faut respecter l'offre, d'accord, en 8 points. C'est comment on structure une offre. Donc bien sûr, la prestation, qu'est-ce que vous allez faire? Pensez que dans la prestation, hormis la prestation elle-même, le plus important, c'est son nom, d'accord. Donc donnez des noms aux prestations que les cibles de clientèle comprennent, d'accord, parce que sinon, c'est dommage. Je ne vais pas embêter l'office, mais un petit peu quand même, parce que le cœur du Béarn, je ne sais pas qui c'est, où c'est. Heureusement, ils ont ajouté, et c'est super, il y a Monin, Orthez, d'accord. Et encore, donc mettez des noms ou de territoires ou de prestations qui soient adaptés aux cibles, qui comprennent tout de suite ce dont il va s'agir. Les tarifs, bien sûr, donc là aussi, si vous faites une prestation gratuite, ne l'appelez jamais gratuite, elle n'a pas de valeur. Mettez offerte, au moins vous lui donnez de la valeur, parce que gratuit, par définition, ça n'a pas de valeur.
Donc là, par où vous allez commercialiser vos prestations? Est-ce que vous allez le commercialiser sur les grossistes que peuvent être un Booking ou autre, ou est-ce que vous allez les commercialiser en direct via un opérateur de séjour ou via l'office par exemple? La communication, bien sûr, doit être en cohérence. La qualité, alors ça c'est le plus important ici, c'est la qualité du support physique. Vous voyez que cette même conférence, peut-être dehors sous une tente, ne serait pas la même que si vous êtes assis sur des chaises et que s'il y a un écran et un vidéoprojecteur. Donc, pensez, la qualité de la prestation, ça va être vraiment la qualité du support physique, là où vous allez mettre les gens et ceux qui vont pouvoir voir. Et vous le savez, dans tous les hébergeurs, l'importance de la décoration. Aujourd'hui, c'est valable dans les restaurants, mais c'est valable encore plus chez les hébergeurs. Il y a des gens, là, qui travaillent sur un gîte de groupe, où réellement, vous avez des clients, ils venaient et ils revenaient par rapport à la beauté, vis-à-vis de la beauté de l'électroménager. Ils avaient un électroménager de luxe, d'accord, et ils pouvaient tester tous les thermomix, tous les machins. Et il y en a, ils venaient même pour tester, pour découvrir. Et ça, en plus, c'était facile, le gîte. Il avait passé un partenariat avec Thermomix. Alors, il y avait l'aspirateur qu'il a, avec qui je ne sais pas quoi, qui coûte une fortune, mais c'était en dépôt, entre guillemets, de prestations par l'entreprise en question. Et donc, ça vraiment penser qualité d'électroménager peut être carrément un élément. Vous voulez tester le thermo, je ne sais pas quoi, Thermomix et autres, venez le tester, l'aspirateur truc-muche. Donc, vraiment, ça, c'est un élément qui peut complètement intéresser la clientèle, plutôt après les millennials. Ensuite, vous avez donc bien sûr vous-même, le personnel en contact, donc là aussi, comment vous allez être habillé, comment vous allez présenter, et bien sûr, vos techniques d'accueil. Et puis, il y a aussi donc, les labels qui vont justifier, et l'organisation et les procédures d'organisation. Donc, quand on bâtit une prestation, il faut bâtir ces 8 éléments, et pas juste l'ensemble adapté aux cibles de clientèle. Je vous rappelle que vous êtes dans un domaine concurrentiel. C'est vraiment, je dirais, et surtout vis-à-vis d'autres territoires ruraux, qui ne sont pas très loin de chez vous d'ailleurs.